Bonjour et bienvenue à votre émission Le débat économique. L'heure est au bilan en cette fin d'année. Durant toute une année 2020, les indicateurs économiques ont enregistré une faiblesse très significative dans tous les secteurs. Pour ne pas dire un blocage ou un arrêt total pour certaines activités commerciales et économiques. Beaucoup d'événements ont marqué la crise multidisciplinaire que vit l'Algérie depuis des années, à commencer par notre dépendance aux hydrocarbures et dont le prix du pétrole a chuté d'une manière vertigineuse, ce qui amplifie la crise économique. S'ajoute à cela une bureaucratie administrative qui s'acharne et bloque toute initiative pour la diversification économique. L'Algérie a vécu aussi en 2019 une crise politique qui s'est répercutée sur l'année 2020 et bien sûr la crise, avec l'arrivée de la crise sanitaire de la pandémie de coronavirus, a mis tous les indicateurs économiques en alerte. Pour faire une évaluation de l'activité économique de l'année 2020, nous avons invité M. Melek Arami, expert et général manager du cabinet des aides, compétences des aides, spécialisé dans l'accompagnement des entreprises et l'amélioration des systèmes de management de la qualité. Bonjour Monsieur Arami. Bonjour Madame. Monsieur Arami, est-ce qu'on peut faire une petite évaluation de l'activité économique de l'Algérie durant l'année 2020? D'accord. Alors, tout d'abord, je vous remercie de cette aimable invitation. Que dire pour 2020? Pour 2020, je commencerai, vous avez tout dit, des indicateurs, mais moi, je vais en prendre un indicateur. Vous savez qu'en 2020, on a enregistré 1 million de naissances. 1 million de naissances, le confinement n'y est pour rien, et parce qu'en 2019, on avait enregistré aussi 1 million de naissances. Et 1 million de naissances aujourd'hui nous interpelle tous, parce que ça va nous dire qu'en 2006, 2005, 2006, il faudra trouver 1 million de places dans les écoles. Il faudra, dans 20 ans, ça veut dire dans 2040, il faudra trouver quelque chose comme 500 000 emplois, rien que pour ces enfants qui viennent de naître. Il faudra trouver 600 700 000 emplois, d'accord, minimum, pour ces enfants-là. D'accord? On est dans ça nous interpelle. Je ne parlerai pas aussi des besoins, d'autres besoins, les besoins hydriques. Donc, vous savez que les normes internationales parlent de 1000 mètres cubes d'eau par habitant. Et donc, 1 million de naissances, c'est un besoin supplémentaire d'1 milliard de mètres cubes d'eau à fournir. C'est aussi autant de besoins en énergie et en alimentation. La question que l'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que notre économie est prête, se prépare pour faire face à ces besoins-là? D'accord? Parce que au-delà des chiffres, on peut parler d'indicateurs, de tout un tas de choses, mais au fait, il faudrait toujours ramener de mon point de vue, l'économie a sa finalité. La finalité de l'économie, c'est de produire des richesses et ensuite de distribuer ces richesses de la manière la plus juste et la plus équitable. Or, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que nous sommes en panne sur la production de richesses, nous ne produisons pas de richesses, et nous sommes en panne sur la distribution du peu de choses que l'on produit. En 2020 aussi, on pourrait, vous l'avez dit en intro, donc il y a eu si vous voulez, cet arrêt de la machine économique, ce ralentissement de la croissance. Le Covid
si vous voulez, on a trop avancé le Covid comme étant la raison de cet arrêt. Or, le Covid n'est qu'un facteur aggravant, un facteur venant en plus compliquer une situation déjà très précaire, voire très dangereuse. 2020 s'est ouvert déjà avec un passif très lourd, fait de 2 décennies au moins de mauvaise gestion, d'accord, de désorganisation de l'économie nationale, de système, si vous voulez, d'une certaine manière fait pour bloquer la machine. Et donc, d'une certaine manière, l'économie nationale ne tenait pas la concurrence, la compétitivité. On va peut-être revenir pour parler des entreprises, déjà bien avant la crise. Après, effectivement, nous sommes dépendants d'une ressource et on oublie souvent de rappeler que sur cette ressource, nous ne représentons quelque part que quelque chose comme 1% de la production mondiale ou de la quantité de pétrole échangé. Donc on dépend à 98% du pétrole, mais notre part de marché sur le marché pétrolier n'est que de 1%, quelque chose comme 1% et quelques virgules plus ou moins, d'accord? Donc nous n'avons aucune maîtrise sur les prix du pétrole, aucune, c'est-à-dire nous sommes très loin de situations de pays comme l'Arabie Saoudite ou la Russie ou d'autres pays qui certes ont une certaine dépendance aux hydrocarbures, mais qui ont une capacité d'influence sur les cours. Nous, en Algérie, nous ne faisons que subir les cours du pétrole. Donc vous allez me parler du bilan, oui. Du bilan, moi je ne le prendrai pas sous les différents chiffres et les différents indicateurs, quoique les indicateurs sont connus, ils sont là. Abstraction faite de la fiabilité de certains d'entre eux aussi. Ce qui m'intéresse, c'est du point de vue, c'est d'observer, parce qu'on est toujours en contact avec l'entreprise, avec le marché, et on est en train de constater 2 choses. Il y a eu le Covid, et on va parler du Covid, parce que le Covid a certes impacté l'activité économique. Vous savez, Madame Naïma, quand vous prenez un café, un établissement, un café, c'est quoi? C'est 2 personnes derrière le comptoir, c'est 3 personnes en salle, en équipe du matin. Le soir, c'est une autre équipe. Donc, c'est déjà 10 personnes. Je me mets à la place du chef d'entreprise, du gérant de cet établissement, et je me dis, bon, ce monsieur peut tenir le coup, peut assurer peut-être des salaires pendant 1 mois, peut-être avec un deuxième effort, avec un certain effort, peut-être sur le 2e mois, mais au-delà. D'accord? Donc, c'est dire tout l'impact de cette pandémie sur l'activité économique, notamment sur les petites et les très petites entreprises qui malheureusement n'ont pas reçu la réponse adéquate à temps. D'accord? Parce qu'on a dit des choses, on a promis de faire, on a fait. Mais en fait, la réponse n'a pas été toujours adaptée et surtout n'a pas été à temps. Tout à fait. Après, j'ai parlé de passif, parce qu'on ne peut pas tout mettre sur le dos du Covid. Parce que le bâtiment, le BTPH était à l'arrêt depuis déjà bien longtemps. Presque une année. D'accord. Bien avant. C'est à partir de 2018 que le gouvernement a commencé à opérer des coupes dans les budgets, à geler certains budgets, etc. Et donc, la dépense, on est aussi dans une problématique où des pans entiers de l'économie dépendent de la dépense publique. Le BTP est à l'arrêt, et ce n'est pas exagéré de le dire. Et quand vous parlez de BTP, vous parlez aussi des briqueteries, des faïenceries, de tout un tas de petits entrepreneurs dans ce qu'on appelle les corps d'état secondaire. Vous savez, le plombier, le menuisier, le plâtrier, tous ces mondes-là.
tout ce monde-là est à l'arrêt. Alors, le peu d'entreprises qui est en activité souffre aussi de manque de problèmes de trésorerie. Les entreprises ne sont pas payées ou ne sont pas payées à temps. Donc, ça aggrave encore une situation qui était déjà précaire. Donc, vous voyez, faire le bilan, que dire du bilan? Voilà, on en est là. On en est là. Des entreprises sont à l'arrêt. Et je peux témoigner d'un certain nombre d'entreprises qui sont à l'arrêt. Les plus chanceuses sont en train de réduire les effectifs, sont en sous-activité, sont en train d'arrêter une ligne de fonctionner avec 50% de la capacité. Donc, c'est pas évident du tout pour les entreprises, pour les entreprises, qu'elles soient moyennes, qu'elles soient grandes. Et à cela s'ajoute aussi aujourd'hui, vous voyez, donc l'actualité économique nous apprend aussi que certaines entreprises sont en difficulté. On parle d'Eniem, on parle de mines. C'est-à-dire même les entreprises publiques. Même les entreprises publiques, même les grandes, les petites. Le Hadjar, il est à l'arrêt. De temps en temps, comme ça, on entend que telle grande entreprise, et pas des moindres, se trouve ou en difficulté de trésorerie, ou en difficulté de financement, en rupture de stock, etc. Et cette situation est intenable pour l'Algérie. Déjà qu'elle n'était pas bonne en 2018, mais là, elle devient de plus en plus intenable. Le problème, c'est que à cela s'ajoute un manque total, si vous voulez, de perspective de sortie de cette crise. On a parlé de choses. On a attendu un certain nombre de réformes, un certain nombre d'actions du gouvernement, et laissez-moi vous dire que quelque part je ne sais pas si j'exagère en disant c'est la déception, parce qu'il n'y a rien n'a été fait, rien n'est annoncé, on ne voit pas de perspective de sortie. Au mois d'août, il y a eu une grande conférence sur le plan de relance de Monsieur le Président de la République. Monsieur le Président de la République, mais est-ce que depuis on n'a pas vu un document, on n'a pas vu quelque chose qui dit voici le plan, voilà ce qu'on compte faire, d'accord, voilà quels sont si vous voulez, les éléments de sortie, les outputs de cette rencontre, on ne les voit pas. Donc, ou que le gouvernement ne communique pas là-dessus, et ça c'est une défaillance, ou qu'il n'y a pas du tout un plan de relance de l'économie, que ce n'était qu'un effet d'annonce. Je demande à voir, tout simplement. Donc, je demande à voir, les entreprises demandent à voir, les entreprises sont dans l'incertitude, elles ne savent pas ce qu'il faut faire. Voilà, si vous voulez... parler de bilan, c'est ça. En tout cas, il n'est pas vraiment. C'est un peu triste pour l'économie algérienne. Monsieur Arami, pour la première fois aussi en Algérie, un gouvernement qui parle des zones de développement des zones d'ombre. Quelle est votre lecture sur ce sujet? D'accord, je vais vous restituer si vous voulez, mon feedback de citoyens qui s'intéressent à la chose publique, d'accord. Parler de zone d'ombre me pose deux problèmes. Tout d'abord, le critère défini, le critère qu'on a pris pour dire telle région, telle zone, telle localité est zone d'ombre. C'est quoi les critères? Quels sont les objectifs? Donc, il a fallu que le président de la République, parle de zone d'ombre et tout le monde s'est saisi du concept et on a commencé à étiqueter comme ça telle ou telle zone d'ombre ou pas. J'aurais vu les choses autrement. J'aurais vu les choses tout d'abord d'un point de vue d'objectifs et de normes. Ça veut dire que pour nous, pour l'État algérien, une localité de tel ou tel habitant, où elle a son école, où elle a un transport pour transporter les petits, les écoliers, d'accord.
à partir d'une certaine taille, une localité est pourvue en eau potable ou pas, et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On la raccorde ou on creuse un forage ou on trouve la solution qu'il faut. Et une fois ces normes établies, on ferait une évaluation et dire est-ce que tel objectif, si on va parler d'objectifs de développement qui sont eux-mêmes reliés à des standards internationaux, par exemple on peut parler des objectifs de développement durable, des objectifs du millénaire et tout ça, et à un moment donné, oui, on va dire le droit, c'est-à-dire l'accès à l'eau potable, l'accès à l'assainissement, l'accès à l'éducation, etc., un certain nombre de paramètres comme ça. Et évaluer à partir de ce moment-là si telle localité est à cette norme internationale ou pas, ou à défaut à une norme nationale qui pourrait viser, viser à atteindre la norme internationale et engager les actions. Après, on vient aux actions elles-mêmes. C'est-à-dire que l'État, à un moment donné, le président de la République, si vous voulez, s'est saisi de la chose et après, en cascade, on a donné des instructions aux walis, les walis ont donné des instructions aux chefs d'aéra, etc. Et les gens ont commencé tantôt à faire des choses plus ou moins bien. Il y a eu même des moments où il a fallu l'intervention du président de la République et mettre fin, etc. Ça m'amène à la chose suivante. À dire que le problème aussi dans la conduite d'une démarche pareille aurait amené aussi à interroger un système de gouvernance, un système de prise de décision, un système d'organisation pour atteindre ces objectifs-là une fois définis. Charger des chefs de daïra de réaliser ce genre d'opération, je ne sais pas si c'est la meilleure solution. Je ne suis pas très sûr. D'accord ? Ce n'est pas leur métier, ce n'est pas leur chose. J'aurais imaginé que des APC, que les maires élus, soient mis devant leurs responsabilités. Après, quand il y a des problèmes de ressources, il y a des fonds pour cela, etc. Donc, il aurait fallu, à mon avis, s'y prendre autrement, parce que le système de gouvernance actuel, tel qu'il est fait, dans tous les domaines, quand on parle de zone d'ombre, c'est-à-dire d'une petite localité ou de zone d'ombre sur un secteur donné, tout un secteur étant zone d'ombre, le système de gouvernance actuel chez nous est un système programmé pour produire l'échec. Et il fonctionne très bien pour atteindre cet objectif. D'accord ? On ne peut pas attendre de ces décideurs, de cette bureaucratie organisée comme ça, de résoudre des problèmes. Le président lui-même l'a soulevé. À un moment donné, il a fallu qu'il exprime un peu sa colère sur la bureaucratie. Et qu'est-ce que vous proposez dans ce sens, au moins pour mettre fin à ça? Et puis il faut travailler, il faut... Moi je crois qu'il va falloir, pas que sur cette histoire de zone d'ombre, mais d'une façon plus générale, moi je crois qu'il va falloir changer de logiciel. Je vais vous raconter quelque chose. Vous savez que pendant le Covid, nos amis chinois ont construit un hôpital en 10 jours. Oui, 6 jours. 6 ou 7 jours, même pas. Voilà. Enfin, ils se sont donné un objectif de le construire en 10 jours et ils l'ont réalisé, je crois, voilà. Construire, équiper, etc. Essayez juste d'imaginer, chez nous, le nombre de commissions qu'il aurait fallu réunir, le cahier des charges, l'appel d'offres, le deuxième appel d'offres, l'infructuosité de l'appel d'offres, l'avis d'attribution, la commission d'ouverture, la commission d'évaluation, le je ne sais pas quoi, la Sonalgaz qui doit déplacer un poteau. Essayez d'imaginer. Je n'ai pas cette ambition de construire un hôpital en 10 jours comme les Chinois, mais j'ai juste l'ambition de réaliser un équipement public dont les délais planifiés. Vous dites 18 mois, réalisez-le en 18 mois. On n'est pas capable de le faire.
On n'est pas capable n'a jamais de le faire respecté les délais. parce que il y aura toujours quelqu'un pour justifier que nous on a fait notre travail et les autres n'ont pas fait leur travail et nous on a fait et la National Gaz n'a pas fait et l'ONA n'a pas fait et l'ADE n'est pas venu à temps, etc. Et l'expropriation et tout un tas de choses. Nous avons fabriqué un système fait pour bloquer, d'accord? Et je l'ai dit tout à l'heure, un système programmé pour produire l'échec. On produira de l'échec tant qu'on n'a pas remis en place ce système. Alors, vous me dites proposition concrète. Moi, je vais vous dire, enfin, pas proposition concrète, mais l'idée, le concept fondamental à mon avis, et beaucoup d'experts, je lis avec beaucoup d'intérêt des contributions d'un certain nombre d'experts en la matière, qui parlent aujourd'hui, on parle de management public. On parle de management par objectif dans l'administration. J'attribue à l'administration un budget, j'attribue à un ministère un budget. Ce budget doit correspondre à... Avant d'attribuer le budget c'est une allocation de ressources. Je vous donne 4 milliards de dinars. Le ministère de l'Industrie, par exemple, je donne 4 milliards de dinars. D'accord, la loi de finances 2021. D'accord. À un moment donné, on doit interroger le ministère. Qu'est-ce que tu comptes faire avec ces 4 milliards de dinars? Quel est ton plan d'action? Et quels sont tes objectifs chiffrés? Quels sont tes indicateurs? Qu'est-ce que tu comptes faire? Combien d'entreprises tu comptes accompagner à la certification, à la mise à niveau, réaliser des zones industrielles ou pas? Tous les dossiers, d'accord? Tous les dossiers sur lesquels un département est chargé. Donc à partir du moment, il faudrait tout d'abord mettre en place ce management par objectif au niveau de tous les secteurs, décloisonner, arriver aussi à décloisonner le fonctionnement de l'État en mode projet, en mode processus. D'accord? Vous savez, il y a sur un dossier donné, on va parler de l'emploi, sur un dossier donné, vous avez le ministère du Travail qui a un certain nombre d'institutions et d'agences et de caisses et de fonds, etc. Vous avez le ministère de la formation professionnelle, vous avez un certain nombre comme ça de départements. Il faudrait arriver à mettre en cohérence tous les dispositifs, toutes les choses, toutes les politiques pour atteindre un objectif donné. D'accord? Par exemple, on va parler d'emploi, on va parler de préparer les jeunes à être employables et donc à accéder à des emplois à travers la formation, à travers d'autres dispositifs. Là, on est encore en train on en est sur une sorte de cloisonnement, donc chaque ministère est en train de fonctionner dans son silo, hein, et on a l'impression que j'ai en tant que citoyen, c'est que on ne sent pas cette cohérence dans l'action gouvernementale. Je ne parle pas du gouvernement actuel, je parle de tous nos gouvernements, de tous nos systèmes, notre système de gouvernance qui, à mon avis, a besoin d'être réformé autrement. À partir de là, oui, on pourrait peut-être arriver à décider de quelque chose et à voir cette chose se réaliser sur le terrain dans les délais, sans que le président de la République ne soit amené à intervenir pour le moindre petit détail. Vous savez, Madame Naïma, pendant très longtemps, quand vous regardez dans les journaux, la quantité de lettres ouvertes au président de la République, ça c'est un indicateur d'un dysfonctionnement. On n'a pas à saisir le président de la République pour se faire amener l'eau potable sur 10 km dans une localité donnée, ou d'autres citoyens se plaignent. Un problème de la douane, un problème de l'administration. Tout un tas de choses, tout un tas de choses. On n'a pas à saisir le président de la République. Normalement, il y a des institutions qui fonctionnent. Il y a des institutions qui sont censées fonctionner, des canaux de transmission, des canaux surtout pour les opérateurs économiques. Là, tout à fait. Pour tout le monde, pour les opérateurs économiques, oui, mais pour tout le monde aussi. Même un citoyen, oui, bien sûr. Le citoyen n'a pas à saisir le président de la République pour quoi que ce soit. Normalement, il doit y avoir une justice
d'accord, et des procédures claires, que tout le monde connaît ces procédures et on n'a pas Une administration besoin fiable qui de fait son ces- travail Tout à fait, correctement. tout à fait. Et la création des startups, Monsieur Arami, est une question d'actualité maintenant. Voyez-vous que cette initiative est un plus pour l'économie nationale? D'accord, je vais livrer aussi mon point de vue là-dessus. Alors, tout d'abord, j'ai comme l'impression que chez nos gouvernants, comme chez la plupart de nos concitoyens, on ne fait pas trop la différence entre start-up et petite entreprise. D'accord, on va parler de petite entreprise. Il y a des définitions normalisées pour ce que c'est qu'une start-up. D'accord, en général, ce sont des entreprises à très fort potentiel de croissance. Prenez par exemple une petite entreprise qui développe un logiciel, un système, une application et qui, quelques années plus tard, devient une grande multinationale, etc. Allez, Facebook était une start-up Oui. au départ. Ça, voilà. Chez nous, je ne sais pas qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce que nos décideurs entendent par start-up. Il y a les startups, je veux bien, c'est une très bonne chose, pourvu qu'on leur donne aussi tout ce qui va avec, tout le système qui va avec, d'accord? Il y a un fonds a été créé pour ça? Le fonds, oui, mais pas que le fonds. Alors, quand on va parler de start-up, c'est-à-dire d'entreprises comme ça à fort potentiel d'évolution, notamment dans ce qu'on appelle les TIC, ce sont des entreprises qui en général vont nécessiter donc des débits sur l'internet, qui vont nécessiter donc une bande passante, une capacité, un internet qui ne coupe pas, qui fait défaut déjà. Donc voilà, les moyens de paiement, tout un écosystème. Donc oui, je veux bien, mais pas que. C'est ça, parce qu'on n'a pas besoin que de ça. Certes, il faut s'intéresser à ce domaine et il est bien heureux qu'on s'en saisisse maintenant, mais pas que. Il y a aussi toute la création d'entreprises en général, c'est-à-dire qu'elles soient petites ou grandes. Alors, aujourd'hui, les entreprises ont besoin il y a un climat d'investissement qu'il faudra assainir. Il y a, vous savez, les indicateurs du doing business. On en est où par rapport au classement international, d'accord? Quels sont les paramètres sur un certain nombre de paramètres qu'il faudra se donner comme objectif d'améliorer, d'accord? Pour non seulement attirer les investissements internationaux, étrangers, mais aussi permettre aux Algériens d'investir dans leur pays, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à maintenant. Les Algériens ont été interdits d'investir dans ce pays. Interdits indirectement, d'accord? Donc, certaines entreprises beaucoup d'entreprises ont été bloquées dans leurs projets d'investissement et continuent à l'être, et continuent. Vous savez, nous sommes dans un pays de 2 300 000 km² et quelques virgules, et des investisseurs ont du mal à trouver une assiette foncière pour réaliser leur investissement. D'accord, vous allez dans n'importe quelle wilaya, on vous répondra qu'on n'a pas de foncier. Il y a une crise de foncier industriel, une crise artificielle, une crise fabriquée. D'accord, il y a un problème. Et peut-être pour cela, on a ouvert une petite porte pour la création des startups, parce que ça ne demande pas beaucoup d'investissement, en quelque sorte, financier ou autre. D'accord, mais ce n'est pas tout. Ok, les startups, c'est bien. Je veux bien, mais ça n'est pas tout, d'accord? Les startups, c'est une très bonne chose et j'applaudirai, mais ce n'est pas tout, C'est-à-dire, pour créer de l'emploi, alors les startups, qu'est-ce qu'elle va absorber, une startup? Elle va absorber en général de la main-d'œuvre très qualifiée, d'accord? Des ingénieurs, des informaticiens, des designers et d'autres profils comme ça. Mais les autres, vous savez, Madame Naïma,
je vais vous dire quelque chose. Je reviens à Hazim Saoud. Quand vous allez à Ouagla, quand vous prenez un jeune homme qui a 35 ans, qui n'a pas encore touché une fiche de paie, qui n'a pas encore travaillé, cette personne ne va pas forcément créer une start-up. Il demande à être employé, donc à être aidé à devenir employable. Et peut-être pour cela, on revient sur le développement des zones d'ombre. Aussi, mais pas que. C'est-à-dire qu'il faudrait aussi approcher les choses d'une manière plus, à mon avis, d'une manière plus systémique. Je vais vous parler, par exemple, de quelque chose. Alors, vous m'avez posé la première question sur le bilan. Au début de l'année, on a parlé du barrage vert, relancer le barrage vert, qui est une très bonne idée, c'est-à-dire l'annonce en elle-même, je l'applaudis, d'accord. Maintenant, après, depuis, qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on est en train de se préparer? Qu'est-ce qu'on a, d'accord? Alors, il va falloir créer des pépinières, créer des entreprises, il y a des travaux si vous voulez, d'aménagement des zones appelées à recevoir ces projets, etc. Peut-être même carrément créer des villages à l'image des villages socialistes des années 70, mais créer maintenant des villages pour héberger les jeunes qu'on va appeler à travailler sur ce grand projet, sur un projet d'envergure nationale, d'accord? Ça va créer de l'emploi, ça va amener sur d'autres objectifs du millénaire, des objectifs de développement durable, sur l'environnement, sur tout un tas de choses. On est très en retard. Qu'est-ce qu'on a fait pendant une année? C'est ça ce qui me... Vous allez me parler du bilan. Qu'est-ce qu'on a fait pendant une année dans l'industrie? À part ce fameux cahier des charges qui ne sort pas encore. D'accord? Où on en est avec les zones industrielles, où on en est avec le code des investissements, où on en est avec cette histoire d'agence, comment on a appelé ça, le Conseil national de l'investissement. Vous savez qu'un investissement qui dépasse 1 milliard de dinars est soumis à une autorisation de ce qu'on appelle le Conseil national d'investissement. 1 milliard de dinars, c'est 5 millions d'euros au marché noir. Enfin, au marché officiel, ça va être quelque chose comme 6 millions d'euros. Au-delà de 6 millions d'euros, l'investissement est interdit, soumis à une multitude d'autorisations, dérogations et tout le reste, et ne parlons pas après des pratiques, qu'on pourrait même qualifier de criminelles. Mais même sans ça, même avec la meilleure intention, on est en train de bloquer l'investissement. On est dans un pays où tout est interdit, tout est soumis à autorisation, tout est soumis. 6 millions d'euros, c'est quoi 6 millions d'euros pour un pays, pour les besoins d'investissement? 6 millions d'euros sont soumis à une autorisation du Conseil national d'investissement, quelque chose qui est présidé par le Premier ministre ou quelque chose à ce niveau-là pour un investissement de... D'accord? Vous voyez tout ce qui ne va pas, d'accord? Les zones industrielles, on n'a pas réglé le problème du foncier, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que c'est à l'État de continuer à créer des zones industrielles? Est-ce qu'on donne ça à des privés, à des promoteurs, des développeurs qui vont développer et louer et vendre et font, etc. C'est une affaire commerciale après tout, c'est une affaire comme une autre, d'accord? On en est à une situation où ni l'État ne fait et ni laissant le privé travailler. Faire, d'accord. Et du coup, vous savez, des investisseurs. Donc c'est le statu quo. C'est le statu quo, c'est les entreprises qui vont se débrouiller comme elles peuvent. Il y en a, d'accord. Ça c'est un problème, d'accord. Le code des investissements est un problème. Qu'est-ce qu'on fait de la dévaluation du dinar? Là, on est en train de... Vous êtes en train d'observer comme moi qu'il y a une sorte de glissement de la valeur du dinar. Mais là aussi, on a besoin d'une décision courageuse et de dire à un moment donné, c'est-à-dire la question qu'on se pose est, est-ce que cette descente est planifiée, une sorte d'atterrissage maîtrisé, ou est-ce un crash? Faudrait savoir. On ne le sait pas.
Est-ce qu'il y a un plan pour dire, voilà, la parité du dinar est fixée à temps ou à rattraper le cours du marché parallèle ou... Non. D'accord. Est-ce que c'est planifié ou pas? D'accord. D'après vous, Monsieur Arami, donc les perspectives pour l'année 2021, est-ce que la balance serait du côté des points forts ou bien du côté des points de chute qui seront plus dominants? Alors, d'accord, je vais vous dire deux choses. À l'heure où je vous parle, les perspectives ne sont pas... Il y a une sorte d'incertitude il y a une sorte d'incertitude qui s'ajoute à la complexité de la situation, et ça, tout le monde est d'accord. Donc, on ne sait pas, franchement, de quoi... il n'y a pas un bout du tunnel Je vais parler du bout du tunnel. Le problème, c'est que à ce jour, et là, j'appelle encore une fois, c'est-à-dire... Je vais reprendre cette fameuse conférence. Cette fameuse conférence a été organisée, tenue pendant 2 jours, sans qu'il y ait une préparation préalable, le lancement d'un débat. C'est-à-dire, bon, peut-être par certains initiés, moi personnellement, j'ai vu ça à la télé le jour même. Le débat ne peut pas se faire après? À mon avis, on ferait bien de lancer sur un certain nombre de questions comme ça un véritable dialogue, un véritable débat qui inclut non seulement les experts déjà désignés par les pouvoirs publics, mais aussi les opérateurs économiques, la classe politique. L'économie est aussi une affaire ce n'est pas qu'une affaire d'experts. C'est trop. L'économie est. Je vous parlais de l'emploi. On était en train de parler de l'emploi de ce jeune chômeur, de cette. Madame, l'emploi est une question de sécurité nationale. L'emploi est une question économique. Ça ne peut pas être laissé aux mains des experts. C'est trop sérieux pour être laissé aux mains des économistes. Ça nécessite. Parce qu'on est appelé à opérer un certain nombre de réformes. Et sur les subventions, qu'est-ce qu'on en fait? Sur le dinar, qu'est-ce qu'on en fait? Sur l'entreprise publique, qu'est-ce qu'on en fait? Sur tout un tas de dossiers. On a besoin d'un consensus sur ça. On a besoin d'un débat le plus large possible au sein de la société sur un certain nombre de questions. Donc ça, j'appelle à ce débat. Maintenant, vous me dites perspective, moi je vais vous dire une chose. Le Covid, tout mauvais qu'il est, a été bénéfique dans un sens. Lequel? On a vu des jeunes, des universitaires, des chercheurs, des jeunes des formations professionnelles, de la formation professionnelle, fabriquer des choses. D'accord? Ils ont fabriqué des respirateurs artificiels, ils ont fabriqué des tunnels, ils ont fabriqué les filles ont fabriqué des masques. Ce qui est bien dans ça, c'est que ces jeunes se sont libérés, ne serait-ce que momentanément, de la contrainte de la bureaucratie. Ils n'ont pas attendu la dérogation, l'autorisation, le dossier, ils se sont libérés. Nous avons un système qui est construit sur l'interdiction, c'est-à-dire notre système de gouvernance est construit sur le principe que tout est interdit et que tout nécessite ou une dérogation, ou une autorisation, ou un permis, ou quelque chose comme ça. Et chacune de ces choses nécessite tout un parcours. Nos jeunes ont prouvé qu'ils étaient capables. Yes, we can. Ils peuvent. Ils ont fabriqué. Ils ont fait. D'accord? Donc, pour peu que demain, on lève toutes ces contraintes bureaucratiques, on lève toutes ces... Libérer les initiatives. On libère les initiatives. Nos jeunes et nos moins jeunes, notre peuple est capable de donner, de créer des richesses dont on a besoin. J'allais dire plus de blé qu'un meilleur avril. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Arami. C'est moi qui vous remercie, madame. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Allez, au revoir.